Merci Pedro, bonsoir à toutes et à tous. Et pour commencer, meilleurs vœux. Cette nouvelle année 2016 qui a déjà commencé il y a 13 jours. Et que ces vœux soient vraiment des vœux un peu dans la prière de Pedro. Donc d'une prise de conscience au niveau mondial que le seul chemin possible au niveau de la terre, c'est le chemin du bien. Et c'est le bien et la charité qui peu à peu effaceront toutes ces difficultés que nous rencontrons à travers le monde et qui n'ont d'autre cause que l'égoïsme et puis l'orgueil que, en tant qu'être humain, est encore trop présent parmi les êtres humains sur la terre. Alors je suis très heureux de pouvoir revenir, c'est la troisième fois je crois que je reviens, donc parmi vous ici à Lausanne. Donc avant-hier, j'étais pas loin, à Genève, quoi. Et donc pour vous parler quelques mots au sujet de deux grands éducateurs. Un suisse, qui est Pestalozzi, et le deuxième, Kardec, qui de son vrai nom s'appelait Hippolyte Léon de Misard-Rivail, et qui était aussi professeur, comme vous allez le voir dans la présentation. Donc je travaille aussi au niveau comme bénévole toujours évidemment, au niveau du Conseil Spirit International. Donc c'est en fait une fédération, des fédérations nationales. Et aujourd'hui vous en avez 36 fédérations donc nationales de 36 pays différents qui sont membres du Conseil Spirit International, dont la Suisse, puisqu'il y a une fédération spirit en Suisse qui s'appelle l'UCES, que vous connaissez probablement. Et je travaille aussi plus particulièrement pour l'Europe. Et donc le Conseil Spirit International, son but premier, c'est de diffuser donc les enseignements de la philosophie spirit, et puis de venir aider les différents groupes et les différentes fédérations dans leur travail de diffusion qu'elles relayent donc auprès du public. Et puis c'est ce que je fais ici. Alors je travaille aussi donc dans le mouvement spirit francophone. Donc c'est une coordination qui s'est faite entre Belges et Français initialement, mais là aussi il y a des Luxembourgeois, il y a des Québécois, il va, j'espère aussi bientôt y avoir des Suisses, donc pour développer tout ce qui est langue française. Et donc il y a un certain nombre d'actions qui sont faites, par exemple, pour les traductions et révisions de traduction de livres, pour l'établissement, par exemple, de cours d'études du spiritisme qui existent déjà en français, et puis pour toutes sortes de documents d'appui, pour tout ce qui est site internet. Il y a Radio Kardec aussi en français, qui est une web radio que vous pouvez écouter si vous voulez. Donc tout ça, et aussi la revue Spirit en français, que vous connaissez peut-être, j'en ai vu une ici. Hop. La web radio Kardec Radio. Je vais chercher alors. Ah, oui. Et vous allez sur le site lmsf.org, et donc il y a tous ces liens. Et donc la revue Spirit, qui était fondée par Alain Kardec, et qui aujourd'hui est, je dirais, administrée par le Conseil Spirit International, c'est le mouvement spirit francophone qui fait la version française aujourd'hui. Et il existe aussi déjà une version en anglais. Et la revue Spirit en français, elle est aussi traduite en russe. Et donc, alors en russe, on ne l'imprime pas, mais on la met en téléchargement sur Internet. Donc, c'est pour donner un exemple du genre d'action qu'on réalise au niveau de ces deux entités-là. Et donc, accessoirement, je travaille aussi dans un centre spirit qui est situé à Thann. Thann, c'est à 40 km de Bâle, à peu près. Donc en Alsace, un peu après Mulhouse, ceux qui connaissent. Voilà, et c'est pour ça que, donc, par cette proximité géographique, à vol d'oiseau, ce serait 150 km, mais avec le Jura, bon, faut faire un petit détour, ou alors il faut passer dans la neige, mais voilà. C'est vraiment pas loin de chez vous. Alors, donc cette présentation, je vais la découper en 5 points principaux que vous voyez là. Je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, je vais parler plus de Pestalozzi, parler aussi de Rivail. Ensuite, je parle de Kardec. Donc, Rivail et Kardec, c'est la même personne, mais il a adopté ce pseudonyme de Kardec à partir de 1857, donc quand il a commencé à développer la philosophie spirit, parce qu'il ne voulait pas mélanger, il ne voulait pas qu'on puisse le soupçonner d'utiliser le fait qu'il soit connu en tant que professeur
pour diffuser quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il a voulu séparer les choses et qu'il a adopté un pseudonyme. Et on va terminer par une petite conclusion. Autre chose que je voulais vous dire, donc pour terminer l'introduction au sujet du Conseil Spirit International, c'est qu'il va bientôt y avoir en octobre, je crois qu'il n'est pas encore sur celui-là, un congrès Spirit mondial, donc c'est le 8e qu'on va faire, et il sera à Lisbonne au Portugal, donc c'est pas très loin. Je suis sûr que vous avez plein de vols charter, pas chers. Vous connaissez peut-être déjà le Portugal, c'est un pays magnifique. Et donc, il va y avoir 2000 places, et là, il reste encore 9 mois. Ben, on a déjà vendu il y a déjà plus de 800 places qui ont été réservées, donc il faut se dépêcher. Je pense que d'ici 3-4 mois, il n'y en aura plus. Donc, si vous voulez participer à ce congrès, dont le thème c'est, vous voyez ces affiches-là que vous avez, aimer la vie et aimer son prochain, ben, le thème central de ce congrès, c'est exactement ça. C'est donc, comme je le disais un peu en introduction, montrer que c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature qui va faire évoluer la Terre. Voilà. Donc, Pestalozzi, alors, petite remarque, moi les slides, ils étaient bilingues, alors je les ai laissés parce qu'il y a peut-être des personnes qui comprennent mieux en portugais qu'en français dans la salle. Donc je me suis dit, bon, ça peut être utile, donc je vais le laisser bilingue. Tous les slides ne seront pas bilingues, mais ceux qui y étaient, je les ai laissés. Et donc vous avez la version française juste après. Donc il est né le 12 janvier 1746, alors vous voyez, c'était son anniversaire hier. On l'a raté d'un jour. Et donc 1746-2016, ça fait 270 ans, c'est ça? 270 ans de la naissance. Alors c'est intéressant parce que le 1er janvier 1846 est né Léon Denis, donc, qui a fêté 170 ans le 1er janvier. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même déjà quelques générations, mais bon, quand on y réfléchit, ça passe vite et c'est pas si vieux que ça. Donc il est né à Zurich et il est devenu orphelin de son père dès son plus jeune âge. Et là vous avez donc une image chaque fois qui illustre le lieu et à peu près l'époque de l'événement. Ensuite, il a étudié dans le pastorat et le droit au collège Carolinum, donc toujours à Zurich. Il a choisi ensuite, alors là c'est un peu paradoxal, la profession d'agriculteur. Donc c'était quelqu'un d'assez sensible. C'est peut-être lié au fait qu'il était orphelin du père très jeune, une personne avec une grande sensibilité, et donc très proche de la nature, hein, déjà à cette époque-là. Il a voulu donc, il a été recommandé par Lavater, qu'il avait connu à Zurich, puisqu'il était un contemporain de Lavater, à un agriculteur, donc Jean-Rodolphe Schiefly, qui avait un domaine à Kirchberg. Kirchberg, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Berne. Voilà. Alors, ça n'a pas très très bien marché parce que il n'avait pas les qualités d'administrateur. Pour être un bon agriculteur, ben, il faut aussi vendre les produits, il faut acheter des semences, ça demande des qualités d'administration qu'il n'avait pas, donc ça n'avait pas très très bien marché. Mais bon, ça lui a quand même, il a quand même pu, je dirais, s'exercer donc dans ce qu'il aimait, être proche de la nature. Alors, il s'est marié avec une jeune femme, Anna Schultes, donc, qui était une intellectuelle, hein, très instruite, et s'est installé avec elle, donc, à Neuhof. Il a eu un fils, le Jacques Obli, donc, qui est né en 1770, et là, c'est sa deuxième vocation à Pestalozzi qui s'est éveillée, c'est-à-dire sa vocation d'éducateur, et qu'il a pu pratiquer donc, sur son fils. Et donc 1770, vous voyez, ben, c'est juste l'époque de Rousseau, et il avait appliqué cette méthode d'éducation conseillée par Rousseau, donc développée en France, pour l'éducation de son fils. Et donc c'est là où, peu après, vous voyez, il a créé un institut pour l'éducation d'enfants pauvres et pour les orphelins à Neuhof.
Et dans cette éducation, toujours suivant les principes de Rousseau qu'il était déjà en train de développer, donc il a fait une large place aux travaux manuels et aussi des principes d'éducation morale. Donc ce n'était pas juste l'instruction, comme on dit. Hein. L'instruction, c'est quoi? C'est les langues, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Il y a aussi des principes d'éducation morale. Et c'est ça la différence entre l'instruction et l'éducation, c'est que l'éducation inclut aussi ces aspects, ces autres dimensions que juste la partie intellectuelle. Hein, l'éducation fait évoluer les personnes et les enfants intellectuellement, mais aussi moralement, pour faire des enfants bons qui ensuite deviendront des adultes bons. Voilà. Alors, après, il a commencé à écrire des livres, donc Léonard et Gertrude, hein, donc des œuvres poétiques, hein, une image du peuple. C'est des livres qui sont très très intéressants, que vous trouvez encore aujourd'hui, et que je vous conseille de lire. Hein. Et il a aussi écrit donc, dans un journal qui s'appelait La Feuille Suisse et qui était publié à Baden en 1782. Baden, c'est 20 km avant Zurich. Donc, quand vous allez vers Zurich, Baden, c'est un peu avant Zurich. Et là, vous avez une lettre originale donc, qui a été retrouvée, et que vous pouvez trouver sur Internet, donc, où Pestalozzi écrit à son ami Lavater. Et Lavater aussi, je pense que vous le connaissez bien, hein, c'était un grand intellectuel suisse qui était à Zurich et qui avait maintenu, il y a une correspondance assez fameuse entre Lavater et la princesse Léopoldine de Russie, où Lavater expose clairement donc à cette impératrice son point de vue sur la spiritualité, sur la survivance de l'âme et un certain nombre de choses comme ça. Et ça a fait l'objet de différents articles. Alors, peut-être pas de Kardec, mais Léon Denis, par exemple, a beaucoup écrit sur ces correspondances de Lavater, donc, qui étaient publiées à la fin du XIXe siècle, en montrant, et Léon Denis qualifie même Lavater comme un précurseur du spiritisme. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, d'intellectuels, et de spirites, et de précurseurs en Suisse. Alors en 1792, donc vous voyez, c'est déjà après la Révolution française de 1789, mais il a reçu de l'Assemblée nationale de France le titre de citoyen d'honneur de la République française, parce que les révolutionnaires, bien sûr, poussaient et encourageaient très très fort l'éducation, notamment des jeunes filles, et donc il reconnaissait donc ses qualités chez Pestalozzi. Alors en 1797, donc c'est son petit-fils, il n'en a eu qu'un seul, c'est Gottlieb. Et donc là aussi, il a encore plus développé donc, ses capacités et ses aptitudes pour l'éducation. En décembre, alors 1798, c'était une année un petit peu difficile en Suisse. Hein, il y a eu, vous connaissez cette histoire beaucoup mieux que moi. Bon, il y a eu certaines révoltes, et puis une espèce de guerre civile, et puis donc à un moment donné, la Suisse a été envahie par un général qui s'appelait Napoléon Bonaparte, hein, qui n'était pas encore empereur, hein, puisqu'il s'est autodénommé empereur en 1803 en France. Et donc Napoléon Bonaparte était général dans l'armée des Alpes, et donc a envahi la Suisse, et il y a eu à Stens des batailles où il y a eu beaucoup d'orphelins de guerre. Et Pestalozzi, donc ça c'était une autre dimension encore de Pestalozzi, en plus de l'éducation, c'était son aspect de charité, caritatif. Il était allé donc à Stens pour s'occuper des orphelins de guerre, d'un point de vue matériel et aussi d'un point de vue de l'éducation. Alors pour la petite histoire, le général Napoléon qui officiait dans l'armée des Alpes, donc c'est les batailles de Rivoli en Italie, bien connues, et ben dans cette armée-là, il y avait un juge militaire dans l'armée des Alpes qui s'appelait Jean-Baptiste Antoine Rivail. Et ce Jean-Baptiste Antoine Rivail n'était autre que le père du futur Hippolyte Léon Denis Rivail, qui était devenu Allan Kardec. Vous voyez comme le monde est petit, comme toutes les choses sont liées. Donc là, vous avez une image de Stens. Donc c'est... Alors là, Obwalden ou Nidwalden? Je pense que c'est Obwalden. Obwalden. C'est ça, hein.
Après 1799 à 1804, donc il était à Berthoud, ou Burgdorf, dans une petite école populaire, dans une dépendance du château, et il y a créé donc un institut pédagogique. Donc il avait beaucoup de difficultés. La Suisse à l'époque n'était pas encore la confédération qu'elle est aujourd'hui. Et donc il allait un petit peu comme ça par opportunité, là où on lui ouvrait des portes, là où on lui proposait un local, là où il pouvait exercer donc ses talents d'éducateur qui étaient vraiment de plus en plus reconnus en Suisse. Et c'est après, à partir de 1805, donc il a reçu une lettre d'invitation de la ville d'Yverdon, qui pareil, qui voulait développer l'éducation dans la ville d'Yverdon et qui lui a proposé en fait un local. Il pouvait venir s'installer gratuitement au château, donc, que vous voyez ici, et où il y aura bientôt la commémoration des 20 ans du GEP. Hein. Et c'est donc là où a commencé cette période du fameux Institut Pestalozzi à Yverdon, donc qui a duré entre 1805 et 1825. Alors là aussi, vous voyez, 14 février 1804, Allan Kardec, lui, donc Hippolyte Léon Denisard de Rivail, il est né en octobre 1804. Donc vous voyez, c'est la période où il est né. Et donc la période où il y avait déjà l'école quelque part qui l'attendait. Alors, si on continue, donc cet institut, il a eu un grand succès, et il y a aussi eu donc un séminaire pédagogique qui était installé dans ce château, donc ça a duré 20 ans. Alors, vous trouvez en Suisse énormément d'informations, de documents, d'archives, de sites internet historiques, les Wikipédia, etc., qui sont pleins, qui parlent énormément donc de cet institut de Pestalozzi. Et là aussi, si vous voulez approfondir tout ce qui s'y faisait, je vous conseille donc de consulter ces références. Vous voyez, il y avait jusqu'à 150 élèves, entre 5 et 17 ans, qui restaient plusieurs années dans cet institut. Donc 5 ans, c'est le kindergarten, la maternelle, quoi. Et 17 ans, c'était jusque l'équivalent du baccalauréat en français ou du Abitur, comment ça s'appelle chez vous en Suisse? Gymnase. Le lycée, voilà, le gymnase. Voilà. Et donc, on voit ici une photo de Pestalozzi donc, avec ses enfants. Et là, c'était une salle où il développait des tableaux de calcul. Donc vous voyez, tout était très illustratif. Hein. Il exerçait beaucoup le sens de l'observation chez ses élèves, hein, tout ce qui est mémoire visuelle, mnémotechnique. Et puis pareil pour les cours de sciences, il emmenait les enfants dans la nature pour que les enfants puissent observer la nature et déduire eux-mêmes, trouver eux-mêmes, il les induisait à trouver eux-mêmes donc les différentes lois qui gouvernent la nature. Et ça, c'est donc en tant que méthode pédagogique quelque chose qui est extrêmement reconnu, puisque l'enfant ayant découvert lui-même la nature, forcément il va la mémoriser beaucoup plus facilement que quand on lui demande d'apprendre par cœur et puis quelques semaines plus tard il a oublié. Vous voyez encore une autre photo. Vous voyez, donc c'est ce que je disais, les mœurs, les monuments historiques, botanisés et peints. Alors il y a un livre, je l'ai d'ailleurs emmené, que quand j'étais à Genève, il y a Madame Télésine Arrey, je ne sais pas si vous la connaissez. Ouais. Donc elle a maintenant 88 ans. Et donc elle m'a offert un livre qui est vraiment très très bien aussi sur cette période-là. Donc ça s'appelle Lettres des enfants Juliens. Et les enfants Juliens, en fait, c'était les enfants d'une famille qui s'appelait Julien et qui étudiaient à Yverdon. Et donc, ils font des lettres pour raconter, voilà, on a fait ça, il y a tel professeur qui nous a emmenés ici. Et donc, qui illustre parfaitement bien donc, les méthodes pédagogiques employées. Donc là aussi, c'est quelque chose de très très bien. Donc, c'est des éditions du Centre de documentation et de recherche Pestalozzi, qui existent toujours, qui ont un site internet et qui ont leur siège donc à Yverdon. Alors, le jeune, donc Pestalozzi, je reviens en arrière, excusez-moi. Donc, Hippolyte Léon Denisard Rivail, on ne sait pas exactement quand il est arrivé à Yverdon. Alors, il semblerait que ce soit en 1810. Donc en 1810, comme il est né en 1804, il avait 10 ans.
Là aussi, pour la petite histoire, donc son père, comme je vous l'ai déjà dit, c'était Jean-Baptiste Antoine Rivail, qui était juge militaire, qui exerçait dans l'armée des Alpes, qui était gouverné par un général qui s'appelait Napoléon Bonaparte, et donc qui est devenu empereur en 1803, et donc qui a appelé ce juge militaire pour faire partir de l'administration militaire à Paris. Et donc le père de Kardec était parti à Paris, et d'ailleurs on le voit sur son certificat de naissance, et il est né à Lyon, donc c'est à la rue Sala, à Lyon, qui est une rue près de la place Bellecour, près du Rhône. Et donc, en fait, il n'a jamais habité là-bas. Cette rue Sala, à cet endroit où il est né, il y avait un institut qui était un institut de bain de thermalisme, avec des eaux minérales factices. Et les établissements qui s'appelaient les établissements d'Itmar. Et une des propriétés de cet établissement, c'était d'aider les femmes qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Et les recherches qu'on a pu faire, on a vu qu'en fait, avant Kardec, était déjà né un grand frère à Kardec et une grande sœur à Kardec. Mais tous les deux sont morts, donc un en 1801 et la fille en 1802. Et donc lui, il est né en 1804, et c'est certainement compte tenu de ses difficultés que sa mère, comme le père était à Paris, elle était dans cet établissement de cure thermale à Lyon. Parce qu'en réalité, ils habitaient dans une autre ville qui s'appelle Bourg-en-Bresse, que vous connaissez peut-être parce que c'est là vraiment pas loin de Genève, quoi. Et donc, pour continuer cette histoire, le père de Kardec donc, était à Paris, donc, et vous savez qu'en 1805-1806 a commencé la guerre d'Espagne, de Portugal d'abord, et c'est la guerre que Napoléon a fait aux Portugais, d'abord en étant allié des Espagnols, qui a fait qu'une partie de la famille royale portugaise est partie au Brésil, dont Pedro II, pour ceux qui connaissent l'histoire brésilienne. Donc là aussi, vous voyez comment les choses s'imbriquent et s'enchaînent. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que le père de Kardec, eh ben, il a disparu. Et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et donc, il est probablement mort dans cette guerre d'Espagne, qui était donc plus une espèce de guérilla urbaine avec des attentats, des guet-apens, ce genre de choses. Et donc, il est tout à fait possible qu'il ait été tué dans un de ces événements. Donc, le jeune Kardec était lui aussi orphelin de son père. Alors, même pas orphelin. Orphelin, c'est quand le père meurt. Mais là, il a disparu. Disparaître, c'est une disparition, c'est encore pire qu'une mort. Quand il est mort, voilà, on fait son deuil, etc., quoi. Mais là, non, il avait disparu sans laisser d'adresse. Donc, c'est la mère de Kardec, Jeanne-Louise Duhamel, et sa grand-mère maternelle, donc, qui habitait à Bourg-en-Bresse et qui a donc amené Kardec dans cet institut de Pestalozzi à Yverdon vers 1810 pour qu'il ait son éducation là-bas. Voilà. Et donc Pestalozzi s'est désincarné en 1827. Donc là, vous voyez une image de l'école de Beer à l'époque. Et sa tombe, elle était juste à côté de cette école. Bon, entre-temps, elle a été démolie et reconstruite. Et donc là, je vous ai mis deux photos du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Donc là aussi, c'est vraiment un endroit magnifique. Je vous conseille d'y aller. Encore une fois, si vous allez à Zurich, un peu avant Baden, là, vous prenez une bifurcation d'autoroute sur la gauche et la première sortie. Donc c'est à 5 minutes, même pas, de l'autoroute qui va à Beer, pour visiter cette école. Et donc, devant l'école, vous voyez, là, il y a un monument en hommage à Pestalozzi avec le rosier à rose blanche qui est toujours maintenu sur cette tombe, suivant la demande de Pestalozzi, donc avant de mourir. Et vous avez aussi là une magnifique fresque où on voit Pestalozzi avec les enfants. C'est vraiment un endroit très très joli, très très sympathique, qui règne une très très bonne vibration. Si vous avez l'occasion, je vous dis, c'est un petit détour, vous allez peut-être perdre une demi-heure en allant à Zurich ou en revenant de Zurich, mais franchement, ça vaut la peine. Voilà. Donc ça, c'est une image de Pestalozzi âgé, donc un peu avant qu'il se désincarne. Voilà. Et donc, Pestalozzi est encore aujourd'hui cité dans les manuels de pédagogie moderne. Pas seulement en Suisse, mais aussi au Brésil et à plein d'autres endroits dans le monde. Et il a vraiment fait progresser beaucoup la pédagogie, donc en construisant
sur la base de ce qu'avait commencé à établir Rousseau, donc qu'il a développé, et donc qui se caractérise par cette image-là. Vous voyez, il travaillait la tête, donc c'est la partie apprentissage, intellectuel, etc. La main, c'est-à-dire faire, le travail, la mise en pratique, et puis le cœur, donc parce que dans ses cours, il y avait toujours cet aspect éducation morale, le bien et le mal, le savoir-vivre, etc. Donc qui faisait sur des bases, là encore, tout à fait universelles. Pourquoi? Parce que dans son école, comme on verra plus tard, ben, il y avait des enfants qui venaient de toute l'Europe. Donc il y avait par exemple Kardec qui était catholique, dans l'Inde, il n'y avait pas de protestants à l'époque. Il y avait bien sûr des Suisses, des Allemands, des Russes, des gens, des protestants, des Israélites. Donc c'était vraiment, d'un point de vue culturel, extrêmement riche et extrêmement ouvert. Et donc cette morale qu'enseignait Pestalozzi, c'était vraiment la morale universelle qui était commune à toutes ces religions, parce que bien sûr, il voulait blesser personne. Et en fait, quand on regarde sur des questions morales de base, comme par exemple l'éducation des enfants, comme le respect de la nature, comme la non-violence, 99% des religions dans le monde sont d'accord sur ces principes fondamentaux. Ce qui divise les religions aujourd'hui, malheureusement, c'est les cercles d'influence, c'est dans quelle caisse on donne la dîme, il y en a un qui prie d'une façon, l'autre d'une autre, il y en a un qui met une soutane et l'autre qui met autre chose. Ce sont tous ces accessoires qui en fait ont été amenés par la suite par les hommes qui divisent les religions. Mais ce ne sont pas les principes fondamentaux. Quand vous regardez la morale de Moïse, vous regardez la morale donc de Jésus, des évangiles, vous regardez la morale du Coran, des Védas, mais 90% de tout ça, ils sont tous d'accord. Alors il y en a un qui est réincarnationniste, pas l'autre. Ce sont des questions secondaires en fait qui divisent les religions, mais les questions principales sont tous d'accord. Et donc là, j'ai mis en parallèle donc un principe que Kardec il a énoncé donc dans le spiritisme, c'est travail, solidarité et tolérance, donc qui sont des qualités fondamentales quand on veut faire un travail de divulgation au niveau d'une philosophie et aussi au niveau d'une morale universelle, comme je vous le disais. Et donc ce sont des choses qu'il a, si vous voulez, appris chez Pestalozzi. Voilà. Alors là, vous avez une petite phrase sur la position de Pestalozzi par rapport aux religions, donc qui confirme ce que je viens de vous dire. Donc il était bien sûr déiste, là aussi comme toutes les religions, pratiquement. Je vous laisse le temps de lire. Il était aussi spiritualiste, vous voyez, l'espoir de la vie éternelle, comme toutes les religions. Toutes les religions sont spiritualistes. Et l'idée de l'anéantissement, c'est qu'après la mort, tout est terminé. Alors ça, alors vous voyez, la vraie religion n'est autre chose que la moralité. Et la moralité, c'est vraiment la moralité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire cette morale universelle, ces principes éthiques du bien et du mal, sur lesquels toutes les religions sont d'accord. Donc il acceptait des différentes formes du christianisme, mais il ne s'est jamais attaché à leur dogme. Donc Pestalozzi n'était pas catholique ou protestant ou juif. Il était tout simplement chrétien, comme on dit. Donc il acceptait la morale, mais toutes les questions extérieures, en fait, il s'y était jamais attaché. Voilà. Alors, l'anéantissement, donc c'est un mot qu'il a utilisé lui-même, c'est quelque chose de terrible. C'est encore, je crois, lundi, il n'y a pas longtemps, cette semaine, que j'ai vu, il y a eu l'anniversaire en France des événements là, de Charlie Hebdo, et il y a la veuve de Wolinski qui a écrit un livre. Et puis on la voit encore très abattue. Évidemment, c'est très difficile de perdre un être cher comme ça, mais quand on l'écoute, on comprend mieux pourquoi elle est abattue. Elle raconte l'histoire, comment ça s'est passé. Le jour des attentats, elle était dans un taxi. C'est le chauffeur de taxi qui lui a dit
tiens, il y a eu un attentat à Charlie Hebdo, ah bon, mon mari y était, ah bon, hein, c'est qui, c'est M. Wolinski, ben, écoutez, il est peut-être mort, etc. Donc elle l'a su comme ça. Et puis quand elle est sortie du taxi, elle-même le raconte, hein, elle a dit, le chauffeur de taxi a dit, écoutez madame, ça me fait vraiment mal pour vous, je vais prier pour votre mari. Et puis elle dit, c'était trop tard, il était déjà mort. Donc vous voyez le point de vue matérialiste. C'est-à-dire qu'elle, comme l'anéantissement, on est en plein dedans. Elle pense que c'est fini, qu'il n'y a plus rien de son mari. Alors que Wolinski, il est peut-être là. Il est peut-être avec nous, à l'état d'esprit, pas à l'état incarné. Vous voyez ? Le point de vue d'un matérialiste, quand des événements comme ça arrivent, c'est terrible. Il faut vraiment... Je suis admiratif pour voir comment ils font pour résister. Moi-même, spirit, le jour où mon père est parti, ben, ça m'a aussi fait de la peine. Même si je sais que, en fait... avec toute la phénoménologie qu'on observe en tant que spirit, que son esprit a survécu, qu'il a juste laissé son corps qui était malade, qu'il ne pouvait plus marcher, il avait un cancer en phase terminale, etc. Et que du coup, hop, il était libéré de tout ça. C'est quand même une séparation. Vous voyez, mais avec les ressources de savoir qu'il est toujours là, quand on prie pour lui, il le ressent, qu'il vient nous aider quand on en a besoin et tout, c'est quand même quelque part quelque chose de très fort et puis qui nous aide beaucoup à surmonter ces épreuves de la vie. Et encore une fois, ce n'est pas une question de foi aveugle, parce qu'il y a un dogme qui dit que c'est comme ça. C'est tout simplement en observant toute la phénoménologie et en étudiant le spiritisme qu'on se rend compte, par le raisonnement, que c'est ça. Hein. Donc c'est une foi raisonnée. J'y crois parce que je l'ai compris. Hein. J'y crois autant que le fait que la Terre et la Lune s'attirent. Vous voyez ? Et pourtant... les scientifiques savent que la Terre et la Lune s'attirent, mais personne, il n'y en a aucun qui a trouvé l'élastique entre les deux. Le graviton ou les particules de la force d'attraction, aucun physicien n'est capable d'expliquer ça aujourd'hui. Et pourtant, on y croit quand même. Pourquoi ? Parce qu'on voit les effets. Et en termes de spiritisme, c'est exactement la même chose. Il y a des études des phénomènes qui se produisent et on dit la seule explication plausible pour tous ces phénomènes, c'est que on survit à ce qu'on appelle la mort. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà montré. Alors là, je vais passer maintenant à Hippolyte Léon Denisard Rivail. Alors, comme je vous l'ai dit, il est né le 3 octobre 1804 à Lyon. Donc, rue Sala. En face de cette rue, vous avez l'avenue, là, vous voyez derrière, c'est le quai. Et en dessous du quai, il y a le Rhône. Hein. Et donc, il y a un terre-plein central sur lequel, avec la ville de Lyon, donc en 2005, on a réussi à faire installer un monument en hommage au bicentenaire de sa naissance. Et donc ce monument existe toujours. Là aussi, si vous allez à Lyon, allez le voir. Hein. Vous êtes sur la rue Sala, là où elle débouche sur le Rhône, juste en face, vous pouvez que tomber dessus. Et donc le monument a la forme d'un menhir. Le menhir, c'était le symbole druidique de la naissance. Voilà. Alors donc il est entré, vers 1815, 1810, 1815, ça c'est justement ce qu'on ne sait pas. Quand est-ce qu'il est vraiment rentré dans cet institut ? Alors, il faut que je retourne chez Teresinha Rey, parce qu'elle, apparemment, elle a réussi à trouver un document qui relate le premier jour où il y a Rivail et sa mère qui sont arrivés à l'Institut. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont une petite fibre d'historien ou de recherche historique, n'hésitez pas, Yverdon, c'est juste à côté. Je suis sûr qu'en cherchant un petit peu, vous allez trouver plein de choses sur l'épisode de Rivail à Yverdon. Et donc, comme je vous l'ai dit, il a côtoyé des étudiants de différents pays, langues, religions. Et ça explique pourquoi, plus tard, il parlait 6 ou 7 langues. Il parlait le néerlandais, il parlait l'anglais, il parlait l'allemand, il a traduit des livres en allemand, il parlait le français, il parlait l'espagnol. Donc, ça s'explique par le fait qu'il était avec des élèves de toutes ces nationalités-là dans cet institut ici d'Yverdon. Après, il est devenu, c'était un petit peu un élève hors norme, je dirais, et très vite, il a commencé à aider. Il est devenu collaborateur de Pestalozzi, donc en l'aidant pour éduquer les plus petits. Hein. Et donc c'est Pestalozzi qui lui a donc inculqué ces valeurs fondamentales, cette morale, là aussi le sens de l'observation de la nature. Donc ça l'a énormément aidé Kardec le jour où il était devant des tables tournantes, ce genre de phénomènes qui se sont produits un peu plus tard. Mais il avait ce sens de l'observation. C'est-à-dire lui, il a tout de suite vu
qu'il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de ficelle, il n'y avait pas de levier, il n'y avait pas de mécanisme qui faisait bouger la table, que la table, si elle bougeait, c'est vraiment parce qu'il y avait une autre cause quelque part. Hein. Et là encore, quelque chose qui l'a ramené d'ici, donc de cette éducation. Voilà. Il a quitté l'Institut d'Yverdon vers 1822 pour s'installer à Paris. 1822, donc il avait 18 ans. Et à Paris, il a commencé à écrire des livres. Il habitait à l'époque dans le quartier latin, tout au début. Et il a écrit son premier livre en 1823. Donc le titre, c'est Cours pratiques et théoriques d'arithmétique d'après les principes de Pestalozzi. Donc c'est des livres, si vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale de France, notamment Gallica, où vous avez beaucoup de livres en ligne, ben, vous pouvez le télécharger. Si ça vous intéresse de regarder, donc d'étudier un peu plus en détail quelle était cette méthode de Pestalozzi pour l'arithmétique. Et donc, en 1825, donc vous voyez, il avait 21 ans, il était déjà devenu directeur d'école. Hein. Il avait réussi à fonder un petit institut d'éducation qui était à l'époque à la rue de Sèvres, et donc où il y avait des élèves, donc là aussi, en propageant donc, les méthodes de Pestalozzi dans cet institut. Et donc, pour essayer de faire bénéficier aussi les jeunes parisiens donc de ces méthodes qui étaient développées par Pestalozzi et qu'il avait appris donc ici à Yverdon. Il a écrit beaucoup d'autres documents, donc un plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique qui a été soumis au gouvernement français à l'époque. Hein, et il a traduit Télémaque en allemand. Donc, ah ben celui-là, il y a une image qui manque, mais c'est pas grave. Et là aussi, ce livre de Télémaque en allemand, donc c'est écrit en gothique. Pour ceux qui connaissent l'allemand, donc on l'a, il a déjà été digitalisé, et donc je ne sais pas s'il est déjà sur un site internet, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer sans problème. Voilà. Et il a aussi gardé beaucoup de racines d'amis en Suisse, hein, la Suisse, pays qu'il a accueilli, donc qu'il a éduqué. Et donc en faisant quelques recherches, ben, j'ai trouvé un petit album de la jeunesse, hein, donc, qui était édité par Alexandre de Villiers en 1825, dans lequel il y a un article signé HLD Rivail, et donc j'ai sorti donc un petit extrait que vous voyez juste après, dans un de mes voyages en Suisse. Donc vous voyez, il y allait en fait, il y retournait assez fréquemment. Pourquoi? Ben parce qu'il avait plein d'amis, plein de copains, donc les collègues de l'école, avec qui il a continué donc à avoir des relations et puis il se visitait quoi. Et donc, dans un des voyages en Suisse, il a trouvé donc une école dans un village du Mont-Jura. Alors, je n'ai pas réussi encore à localiser exactement où c'est, mais bon, quand le chemin le plus court de Paris à Berne ou à Yverdon passe par le Jura, et donc c'est dans le Jura qu'il a trouvé donc une école, et il décrit donc toutes les méthodes d'enseignement développées par cette éducatrice. Après, un peu plus tard, ben, on le voit de nouveau parler de la Suisse. Donc, c'est dans la revue Spirit en 1860. Donc, ça aussi, vous pouvez la télécharger sur Internet, hein, notamment sur le site de l'encyclopédie Spirit, aussi donc développé par le mouvement Spirit francophone. L'adresse Internet, c'est spiritisme.net. Et sur l'encyclopédie Spirit, vous avez 300 ou 400 livres, plusieurs centaines de photos, et puis toutes les revues Spirit, actuellement jusqu'en 1924. Et donc, dans la revue Spirit, il parle de mademoiselle Indermühle. Et Indermühle, c'était des amis qu'il avait encore à l'époque et qui habitaient à Berne, en Suisse. Hein. Et donc, c'était une séance Spirit qu'ils avaient fait à Paris. Hein. Et puis, donc, le frère de mademoiselle Indermühle était présent à Paris. Et ils avaient donc évoqué l'esprit de cette mademoiselle Indermühle, donc, qui était sourde-muette de naissance. Et donc son esprit a réussi à se communiquer et à donner certaines informations qui ont permis à son frère donc, de l'identifier. Et donc c'est un des phénomènes que Kardec a étudié, c'est-à-dire l'évocation des esprits de personnes vivantes qui, pendant leur sommeil, pendant qu'elles dorment, ben, l'esprit peut se transporter. Ça nous arrive toutes les nuits, hein, sans qu'on s'en rende compte. Des fois on se rappelle, il y a des rêves, on se rappelle de certains épisodes, mais pas toujours. Et donc l'esprit de cette demoiselle, donc, qui dormait à Berne, était allé à Paris pour répondre aux questions qu'on lui posait. Donc là aussi, donc, un exemple
de Suisse. Après, dans une autre revue Spirit, 1864, donc, vous voyez, il dit clairement qu'il était allé en 1864 en Suisse pour passer quelques jours, encore une fois, chez ses amis. Alors malheureusement, il n'y a pas le nom, mais bon, là aussi, en cherchant un petit peu, on pourrait le trouver. Et donc, c'était une personne qui habitait aussi dans le canton de Berne en Suisse. Voilà. Et donc, dans l'imitation de l'évangile selon le spiritisme, donc, qui a été fait en 1864, donc le 20 août, Kardec raconte aussi un voyage qu'il a fait en Suisse, donc je vous laisse lire. Vous voyez qu'il connaissait vraiment tout, c'était un pays qu'il aimait beaucoup, qu'il adorait. Voilà. Y compris Lausanne. Vous voyez. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Kardec était éducateur, comme il a fondé un institut en 1825. L'institut a duré environ jusqu'à 1830, 1832. Là aussi, on ne sait pas exactement à quelle date l'institut, il a dû le vendre. Hein, il n'a pas pu le continuer. Et ensuite, il a quand même continué à donner des cours, à écrire des livres pédagogiques. Il a toujours encore travaillé en tant que professeur, même sans être directeur d'une institution. Et c'est en 1847, donc, il y a eu le fameux épisode de la maison Fox à Hainesville. Alors, est-ce que vous connaissez, qui c'est qui ne connaît pas cet épisode? Vous le connaissez tous. Donc, juste pour résumer rapidement, c'était en fait une maison qu'on appelle aujourd'hui hantée, ou avec le terme germanique poltergeist, donc avec des coups frappés, ou ce qu'on appelle aussi des rats. Et c'était aux États-Unis, donc ça avait attiré à l'époque l'attention de plein de curieux, de scientifiques, de gendarmes, de journalistes, de religieux, etc. Et c'est les filles de la famille Fox ont commencé à établir un dialogue avec, je dirais, la cause de ces coups frappés, en disant compte jusqu'à 3, et ils entendaient 3 coups, compte jusqu'à 5, ils entendaient 5 coups. Donc il y a un dialogue qui s'est instauré. Et donc, ils ont réussi à déterminer que les coups étaient provoqués par l'esprit de quelqu'un qui avait été assassiné dans cette maison. Et un petit peu plus tard, quelques décennies plus tard, ils ont effectivement, quand ils ont fait des travaux dans le sous-sol, trouvé des ossements donc, de quelqu'un qui avait été assassiné dans cette maison. Donc c'était la confirmation. Alors, ce qui est important là, c'est que c'est un phénomène qui a fait beaucoup, comme on dit aujourd'hui, de la mousse. Hein. Il y a eu énormément, une grosse répercussion, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Et ça, c'était quelque part un petit peu, je dirais, un phénomène un peu retentissant qui a été provoqué pour attirer l'attention des personnes sur ce genre de phénomène. Et, pardon, donc, les phénomènes ensuite se sont diversifiés et se sont répandus de par le monde. Et donc, en France, ou certainement aussi en Suisse, il y a eu cette fameuse vague ou cette fameuse mode des tables tournantes. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télé, il n'y avait même pas de radio. Donc, les gens, pour se divertir le soir, s'asseyaient autour d'une table et puis posaient des questions et parfois, la table répondait. Et ces phénomènes, il y a aussi eu des études sérieuses qui ont été démarrées par des scientifiques, donc surtout aux États-Unis à l'époque, aussi en France, on trouve quelques revues de cette époque-là qui parlent de tables tournantes. Et en 1854, c'est là où Allan Kardec a été mis la première fois en contact avec un de ces phénomènes. Donc comme je vous ai dit, il avait tout observé, il a vu qu'il n'y avait pas de truc. Et la première constatation qu'il a faite en disant, là il y a un effet, et cet effet, je voudrais bien en chercher la cause. Donc si la table bouge, il dit, ça peut être l'électricité, le magnétisme, ça peut être un phénomène naturel quelconque, mais quand il avait vu qu'en plus la table donnait des réponses sensées, donc il y avait quelque chose comme si c'était un effet intelligent, il a dit, là forcément, tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente, et c'est à partir de là qu'il a commencé à étudier ces phénomènes. Voilà. Donc tous les effets à une cause, l'observation, tout ça aussi c'est quelque chose qu'il avait ramené de son éducation avec Pestalozzi. Et donc là, c'est une première constatation. Donc il n'est pas parti de l'hypothèse que c'était des esprits. C'est vraiment à force d'observer qu'il a vu que, effectivement, la meilleure hypothèse pour expliquer ces phénomènes,
c'est que ces phénomènes sont effectivement, comme les propres phénomènes le prétendent, provoqués par des esprits de personnes qui se sont désincarnées. Donc, et c'est là où il a commencé vraiment à creuser ce sujet. Donc c'était une hypothèse ex post et pas une hypothèse ex ante pour ceux qui connaissent un peu la méthodologie scientifique. L'hypothèse ex ante, typiquement, c'est quand on a étudié le système solaire, on s'était rendu compte, tiens, il y a une petite anomalie dans un coin, et donc il y a certainement une planète quelque part qu'on ne connaît pas encore, qui pourrait expliquer cette anomalie. Et c'est comme ça qu'on a découvert Uranus, par exemple, ou Neptune, qui n'avait pas encore été observé par les astronomes, mais dont l'existence avait été prévue avant qu'on l'observe. La même chose a d'ailleurs eu lieu récemment avec le boson de Higgs. On a vu, d'après les théories, qu'il devait y avoir ce boson de Higgs, et il a été découvert que plusieurs décennies après qu'on ait émis cette hypothèse. Là, c'était l'inverse, quoi. C'est-à-dire, il a observé d'abord, et puis l'hypothèse, elle est venue seulement par après. Les deux méthodes, scientifiquement, sont valables. Voilà. Et donc, en 1857, c'est là où, quand il avait déjà recueilli beaucoup de communications, beaucoup d'observations, ben, il a écrit la première édition du Livre des Esprits, où vous avez vraiment l'ABC de la philosophie spirit. Il s'appelle Livre des Esprits parce qu'il a été écrit par les esprits. Les réponses qui sont dedans, ce sont les réponses qu'ont donné les esprits aux questions qui ont été posées, certaines par différents groupes, différents médiums, et d'autres par Kardec lui-même. Mais les réponses, quand vous lisez le Livre des Esprits, vous voyez les questions et puis les réponses, ce sont en fait, il les a mis telles qu'elles ont été dictées par les esprits. Donc la philosophie spirit, ce n'est pas une conception personnelle de Kardec. C'est vraiment ce que les esprits sont venus dicter et que lui, il a ensuite organisé, trié, rassemblé par thème, posé des questions sur des sujets qui n'étaient pas traités, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas l'inventeur du spiritisme, ce n'est pas le fondateur du spiritisme, mais on dit que c'est le codificateur du spiritisme. Donc son travail, lui, ça consistait en fait à organiser toutes ces réponses pour en faire un cours de théorie qui est contenu dans le Livre des Esprits. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le spiritisme, ou si quelqu'un près de vous dit qu'est-ce que c'est que le spiritisme, quel est le livre que je pourrais lire, je conseille toujours celui-ci parce que c'est vraiment l'ABC. Là, vous avez vraiment, il explique dans l'introduction comment il a commencé, comment ça s'est produit, etc. Et vous avez tous les points de base dans ce livre. Pour les personnes qui n'aiment pas lire, parce qu'il fait quand même 500 pages, bon après il y a des petits livres plus résumés, hein, comme celui de Michael Ponsardin par exemple, ou le spiritisme à sa plus simple expression de Kardec lui-même, qui permettent déjà de donner une idée, mais l'étape numéro 1, le commencement, c'est vraiment ce livre-là. Après, il a écrit le livre des médiums, donc, où il explique plus le caractère pratique. Donc, comment est-ce que les manifestations se produisent, pourquoi il y a des gens médiums, quels sont les différents types de médiumnité qui existent, etc. Donc là, c'est vraiment le traité un peu plus expérimental. L'évangile selon le spiritisme, c'est là où il développe justement cette morale universelle dont je parlais déjà tout à l'heure. Donc, les différentes questions qui ont été posées, oui, mais qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que Jésus voulait dire dans le sermon de la montagne, et les esprits sont venus donc apporter des explications à toutes ces choses-là, puisque, comme vous le savez, bon, les évangiles ont été écrits par 4 évangélistes, il n'y en a qu'un seul qui est Jean qui a connu Jésus, les autres ils ont écrit ce qu'ils ont entendu dire, hein. Et en plus, donc Jésus parlait araméen, c'était écrit dans des langages archaïques, ça a été retranscrit, recopié, traduit, alors imaginez quoi. Il y a encore beaucoup des idées originales qui sont dans les évangiles, mais il y a aussi beaucoup de déformations. Il y a des choses dans les évangiles qui ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui. Et là, donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont été mises au clair. Personnellement, j'ai été éduqué catholique, donc j'ai appris tout ça au catéchisme, puisqu'en Alsace, contrairement au reste de la France, hein, c'est encore le concordat qui prime, et donc il y a l'éducation catholique, donc enfin religieuse, dans les écoles, le catéchisme. Mais bon, j'ai jamais vraiment accroché, j'ai jamais vraiment compris. J'allais à l'église parce que ça faisait plaisir à mon grand-père, parce qu'il y avait une récompense par après, etc. Mais ça m'a jamais vraiment branché, quoi. Alors qu'aujourd'hui, après avoir lu ce livre-là, maintenant j'ai vraiment compris qui était Jésus et qu'est-ce qu'il avait écrit dans les évangiles.
Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes donc, qui m'ont dit ça récemment, donc notamment une personne de Finlande qui a lu ce livre en finlandais qui a dit bah, c'est pareil. Maintenant j'ai enfin compris qu'est-ce que c'est, qui était Jésus et qu'est-ce que c'est que ces évangiles, qu'est-ce que ça veut dire. Donc là aussi un livre qui est vraiment très très intéressant. Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, qui a fait donc 150 ans l'année dernière, où il développe donc ces questions de ciel, l'enfer, le diable, les anges, est-ce que c'est des créatures à part ou pas, etc. Donc il remet un peu il décodifie, il déprogramme un peu toutes ces choses-là qu'on nous a appris justement dans les dans les catéchismes, pour les remettre au goût du jour et y apporter donc le bon sens et la raison, et voir qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens. Et la deuxième partie de ce livre, elle est aussi très intéressante, parce que vous avez un recueil de communications qui ont été donnés par des esprits, où les esprits viennent raconter qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur mort, en fonction de ce qu'ils ont fait pendant leur vivant. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que on se rend compte qu'il y a des personnes très humbles, très pauvres, parfois misérables, qui sont des esprits très élevés, et que, à l'inverse, donc les personnes qui étaient rois ou reines se retrouvent dans le monde des esprits dans une situation complètement inverse. Hein, la hiérarchie dans le monde des esprits se fait par l'évolution intellectuelle et morale, quoi. Et donc, un autre sujet intéressant dans le ciel et l'enfer, c'est que vous avez par exemple des communications de suicidés. Et tous les esprits qui se sont suicidés sont unanimes à dire que, quelle que soit la situation difficile qui les a poussés à commettre un tel acte, et bien après, à l'état d'esprit, leur situation est encore plus difficile. Donc, c'est quelque chose qui est très, ça parle, quoi, parce qu'on se rend vraiment compte que c'est pas la bonne porte de sortie, quoi. Et même quand on est dans une situation désespérée, ben, il y a toujours des gens qui sont là, qui peuvent aider, une parole amie. Et c'est pour ça que, bon, qu'on fait aussi ce travail de divulgation dans les groupes pour que les gens prennent conscience de ces choses-là. Et si vous connaissez des gens qui malheureusement sont sortis par cette porte-là, ben, faites des prières pour eux, pour pouvoir les aider, parce que en fait ils en ont besoin. Alors c'est pas des situations qui durent éternellement, pas du tout, hein. Il y a, là aussi à l'état d'esprit ils s'en sortiront, mais c'est quelque chose vraiment qu'il faut éviter. Alors là c'est les esprits eux-mêmes qui sont venus nous le dire. Encore une fois, c'est pas un dogme, c'est pas quelque chose que le spiritisme affirme. On dit bah, regardez tel esprit, ce qu'il dit, regardez tel autre. Regardez le troisième, vous en prenez 10, il y a des livres entiers maintenant qui ont été faits au Brésil, hein, notamment celui de Ivone Pereira, qui sont tous concordants dans ce sens. Alors le dernier, c'est la Genèse, donc là c'est vraiment la quintessence de la pensée de Kardec, donc je conseille de le lire en dernier parce qu'il est un petit peu plus, comment dire, trapu, hein, un peu plus difficile. Il y a des chapitres qu'il faut lire plusieurs fois pour vraiment saisir tout le sens qu'il y a dedans. Et c'est là où on voit vraiment qui était Kardec, qu'est-ce qu'il a, la capacité de raisonnement extraordinaire qu'il avait. Voilà. Alors j'en arrive déjà à la conclusion, puisqu'on arrive déjà bientôt presque à 9 heures. Donc j'aime bien rappeler cette citation d'Einstein. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la science se fait sans religion, donc avec pas assez d'éthique. La science, on développe des choses pour gagner de l'argent, on développe des choses comme des bombes pour dominer, pour essayer de conquérir, etc. La science, c'est pas ça. La science, il faut qu'elle se fasse avec de l'éthique, avec là aussi de la religion, sinon c'est dangereux. Et c'est ce que Einstein a voulu dire là, quand il avait vu à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que l'homme était en train de faire de la théorie de la relativité. Et c'était donc les débuts, le premier pas de la bombe atomique. Mais il dit aussi l'inverse, c'est-à-dire la religion sans la science est boiteuse. Et là aussi, c'est la grande nouveauté que Kardec a apportée dans la philosophie spirite, c'est-à-dire qu'il a étudié les questions de spiritualité, de spiritualisme, de l'âme, de la survivance de l'esprit, avec une méthodologie scientifique, avec la raison. Hein. Et donc, ça fait passer, si vous voulez, ça permet de passer d'une foi aveugle, donc basée sur des dogmes, des choses qu'on nous a dit de croire, à une foi raisonnée, c'est-à-dire quelque chose auquel on croit parce qu'on l'a compris, parce qu'on l'a réussi à le mettre en phase et à l'associer
avec la raison et le bon sens. La foi aveugle, on le voit, présente des dangers. Quels sont les dangers de la foi aveugle? La manipulation. Vous prenez des esprits simples, vous leur faites croire pratiquement n'importe quoi. C'est ce qu'on voit par exemple dans des mouvements sectaires. Ou le fanatisme. Donc là aussi, c'est pas la peine de... hein, vous voyez tout ce qui se passe, les gens qui tuent au nom de Dieu, qui commettent ces crimes, maintenant un peu en France, mais aussi partout dans le monde. Et ça, c'est donc des conséquences de cette foi aveugle. Beaucoup de gens, pendant des siècles, n'avaient pas encore les capacités de raisonnement et avaient besoin qu'on leur dise ce qu'ils devaient croire. Et je prends toujours l'exemple de ma mère. Ma mère, que j'adore évidemment, qui est toujours vivante, elle me dit, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Parce qu'elle ne cherche pas à intellectualiser. Soit parce qu'elle ne veut pas, soit parce que c'est pas une intellectuelle, elle n'en a peut-être pas non plus la capacité. Donc, elle a besoin qu'on lui dise ce qu'il faut croire. Donc, elle était dans l'église catholique, il y a eu la confiance. Voilà, bon, elle passe peut-être un peu les divers abus qu'il y a eu dans les religions dans le passé. Bon, elle regarde aujourd'hui les gens qui font du bien, qui viennent l'aider quand elle était un peu dépendante. Il y a des gens qui venaient la chercher à la maison pour l'emmener à l'église. Quand elle ne pouvait plus y aller, ben, ils prenaient l'hostie, ils lui amenaient à la maison. Vous voyez, c'est ça qui fait. C'est plus sur ce genre de raisonnement-là que vraiment quelque chose d'intellectuel. Par contre, avec l'évolution du monde, avec l'évolution intellectuelle de l'humanité, plus en plus de gens ne se satisfont plus de ce genre d'approche. Ils veulent comprendre. Je veux bien croire, mais explique-moi d'abord. Et donc c'est tout l'inverse de la foi dogmatique, et donc c'est la foi raisonnée. Et c'est justement ce que Kardec, la grande nouveauté qu'il a apportée dans le spiritisme, c'est ça. C'est d'étudier les questions qui étaient du domaine de la religion, mais avec de la science, avec de la méthodologie scientifique. Et Einstein, il n'était pas spirit, il n'avait certainement pas lu Kardec, mais il avait lui aussi pressenti ça, et c'est ça qui l'a amené à faire cette citation. Et donc le spiritisme ne dit pas croyez d'abord et vous comprendrez ensuite si vous pouvez, mais il dit comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. Donc vous voyez, comprenez d'abord, hein, donc c'est la foi raisonnée, et si vous le voulez, c'est un deuxième principe fondamental de la philosophie spirit, c'est le libre arbitre. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire ce qu'il veut. Et le principe de liberté, c'est quelque chose de fondamental au niveau du spiritisme. Et donc, Kardec dit, il y a des gens qui ont compris, mais qui même comme ça ne veulent pas croire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est leur libre arbitre. Il faut être patient. Et c'est pour ça que le spiritisme ne fait pas de prosélytisme, il ne cherche pas à imposer les choses. Je suis là, je vous explique les choses. Ça vous intéresse, vous prenez, ça ne vous intéresse pas, vous ne prenez pas. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, tout ça, c'est gouverné par ce principe de liberté. Alors ça commence à changer. Je ne sais pas si je vous ai montré ça la dernière fois déjà, je ne crois pas. Donc, je vous conseille d'aller voir voilà, openscience.org. Alors ici, bon, je l'ai copié en anglais, mais vous pouvez déjà trouver des traductions en français de ce même site. Et donc, il y a plusieurs centaines de scientifiques, mais alors vraiment de haut niveau, qui se sont réunis donc pour faire un manifeste pour une science post-matérialiste. Et donc la science qui a d'ailleurs toujours encore aujourd'hui un paradigme ou un modèle purement matérialiste, donc qui refuse toutes les questions des notions d'esprit, etc., ben ça commence à changer. Et ces scientifiques montrent sur ce site de façon très claire les différents phénomènes qui sont maintenant observés, il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur le sujet, et dont la seule explication vraiment plausible, c'est que il existe effectivement autre chose que de la matière, notamment dans l'être humain. Donc il existe aussi un esprit, et qu'il existe de la matière sous d'autres formes que la matière einsteinienne, la matière tangible, qui est étudiée jusqu'à présent exclusivement par la science. Et donc il y a de temps en temps des congrès médecine et spiritualité. Donc je pense qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps à Genève, il y en a eu un à Lyon, où vous avez des médecins qui sont spirites, mais pas seulement, il y a aussi d'autres médecins qui sont spiritualistes qui viennent et montrer comment au niveau de la médecine, le fait de partir d'un paradigme spiritualiste, on arrive à faire beaucoup plus de choses, et notamment dans la psychiatrie,
on arrive à avoir de bien meilleurs résultats dans le traitement de certaines maladies qu'en faisant uniquement de l'allopathie et de la chimie, de la biochimie. Et donc là, vous avez une photo de quelques-uns de ces scientifiques. Donc là, notamment, il y a Mario Beauregard, donc c'est un neuroscientifique du Canada. Il a été obligé de quitter son université à cause de ses croyances et il s'est maintenant installé dans l'Arizona où les gens sont un petit peu plus ouverts, donc il travaille dans l'université d'Arizona. Vous avez aussi là, entre autres, Alexandre Moreira Almeida, qui est un Brésilien, là aussi très scientifique de l'université de Juiz de Fora, dans le Minas Gerais, pour ceux qui connaissent, et qui est venu déjà 4 ou 5 fois en Europe pour montrer le résultat de ses travaux, qui publie dans différents magazines très médicaux, scientifiques médicaux, qui sont très très connus. Et vous voyez ici donc un petit dessin qui illustre le cycle de Kuhn. Donc pour ceux qui connaissent Thomas Kuhn, c'est un scientifique qui s'est intéressé sur la méthodologie de la science. Qu'est-ce que c'est que la science? Comment est-ce que la science fonctionne? Comment est-ce qu'elle évolue? Et donc il a fait ce modèle en disant, la science travaille sur un modèle, ensuite il commence à y avoir des déviations sur ce modèle, il y a des choses que le modèle n'arrive pas à expliquer ou qui semblent contredire le modèle. Après il y a une crise du modèle, ensuite il y a une révolution du modèle et un changement donc de paradigme ou un changement de modèle. Et c'est exactement un cycle comme ça qui s'est produit au début du XXe siècle, où on est parti du modèle de Newton, de la mécanique classique, pour arriver vers la mécanique relativiste, donc, qui a été introduite par Einstein. Newton ne permettait par exemple pas d'expliquer l'orbite de Mercure autour du Soleil. Avec les calculs de Newton, il y avait une erreur de quelques minutes qu'on arrivait à mesurer, et on ne savait pas pourquoi. Et c'est avec le modèle relativiste complet de Einstein qu'on a réussi à calculer vraiment à la seconde près cette orbite de Mercure. C'est-à-dire Newton, il a raison, mais dans certaines limites. Quand on sort de ces limites, ça ne marche plus et il faut apporter quelque chose d'autre. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est que qu'il va y avoir un autre modèle qui va nous permettre de sortir de ce modèle matérialiste pour arriver à un modèle plus holistique, plus ouvert, donc, qui tienne compte non seulement de la matière, mais aussi de l'esprit. Voilà. Ça aussi, c'est un article qui est sorti en juillet l'année dernière. Je pense que je ne vous l'ai pas montré non plus la dernière fois. Et c'est intéressant parce que c'est cette admiration qu'il y a au Brésil pour Kardec et pour le spiritisme. Au Brésil, vous avez 20 millions de sympathisants spirites. Et les livres de Kardec ont été vendus à 50 millions d'exemplaires. Donc c'est plus que la Bible, c'est plus que... Je crois que c'est même le record, quoi. Il n'y a pas d'autre auteur qui a vendu plus de livres au Brésil que Kardec. Vous voyez ? Et ça commence maintenant à interpeller aussi chez nous. Parce que au début, les gens, les ethnologues et tout ça, ils disaient oui, mais le spiritisme, ça marche qu'au Brésil et tout ça. Mais là, maintenant, ils commencent quand même à se poser un peu plus de questions et se rendre compte que, non, il y a quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus universel derrière ça. Voilà. Et donc là, vous avez une image aussi qui a été prise l'année dernière. Donc je ne sais pas s'il y a des Brésiliens dans la salle qui reconnaissent où c'est. Non, c'est pas João Pessoa, c'est à Brasilia. C'est la Chambre des députés, voilà. Et donc, vous avez ici Divaldo Pereira Franco, que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent, puisqu'il vient normalement chaque année en Europe. Et donc, il y a eu une session solennelle du Parlement brésilien en hommage au travail et à l'œuvre réalisée par le médium Divaldo Pereira Franco. Et il y a quelques années, il y a eu la même chose en hommage à Chico Xavier, donc c'était en 2010 à Brasilia. À l'époque, j'avais rencontré Nestor Mazotti, qui était secrétaire général du Conseil Spirit International, et je lui ai demandé, mais Nestor, comment tu as fait pour arriver à faire qu'au Sénat, il y a une session solennelle en hommage de Chico Xavier? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu sais, Charles, des fois les choses, elles vont beaucoup plus vite que ce qu'on attend. Alors, moi, franchement, j'aimerais bien un jour voir ça au Palais Bourbon, au Palais de Luxembourg à Paris, ou alors dans les instituts équivalents ici à Berne. Donc, ça va peut-être arriver un jour et beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Voilà. Et c'est pour ça que le grand message derrière ça aussi, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est difficile.
c'est devenu maintenant vraiment, on le connaît à la seconde près, il y a des caméras branchées en permanence, on peut suivre ça pratiquement en direct, tout focalisé sur ces choses abominables qui se passent. Et il y a vraiment de temps en temps de quoi se dire, mais on dirait que ça s'empire, est-ce que ça va vraiment s'arrêter un jour? Voilà, la réponse c'est oui. Il ne faut pas se laisser abattre par ces choses-là, il ne faut pas perdre le courage, pas perdre. On le sait, hein, l'évolution du monde, elle va se faire. Là, on est dans une période de transition où il y a ce genre de crise, où il y a ce genre de scandale, mais c'est vraiment les derniers atouts, les derniers soubresauts de toutes ces choses-là. Et je pense que dans quelques décennies, on sera déjà, on verra toutes ces choses-là avec un peu plus de recul. Et la Terre avancera donc dans sa période de transition d'un monde d'expiation et d'épreuve qu'elle est aujourd'hui vers un monde de régénération, que d'autres religions appellent l'ère du Verseau, ou la fin du calendrier Maya, etc. Beaucoup de mouvements religieux pressentent ça, cette phase. Et ces crises qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment typique de ça. Il ne faut surtout pas perdre courage, au contraire, il faut rester fort, il ne faut pas se laisser abattre par ces choses-là, parce que vraiment, il y en aura vraiment plus pour très longtemps. Voilà. Pour terminer, c'est la recette de Kardec, Or la charité, point de salut. Et vous voyez, ce n'est pas Or le spiritisme, point de salut. C'est Or la charité, point de salut. Et comme je le dis toujours, il vaut mieux un athée ou un matérialiste qui pratique la charité qu'un spirit qui ne fait rien. Puisque c'est ça qui va faire changer le monde. Cette prise de conscience au niveau de l'humanité qui va dire ça suffit maintenant avec ces choses-là, ça suffit avec la corruption, ça suffit avec la violence, et qui fera avancer les choses. Je vous remercie pour votre attention. Il reste peut-être encore quelques minutes pour des questions, si vous en avez. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Quelqu'un a des questions à poser à Charles? Ou on fait notre prière et on passe au passe? J'ai pas de question. Juste, je ne sais pas si vous avez parlé, je n'ai pas entendu en tout cas. Il y a un livre qui s'appelle L'être à instant, de Pestalozzi. L'être à instant. Oui. C'est un petit livre aussi, si vous voulez lire, qui parle de son expérience. C'est un peu très joli. Et il y a aussi Doreen Conte, une pédagogue brésilienne qui parle beaucoup de qui travaille, voilà. Et elle a fait un mémoire sur Pestalozzi. Exact. Voilà. Et donc elle a montré à quel point ces principes sont utilisés dans la pédagogie encore aujourd'hui au Brésil. Alors merci. C'est la prière. Merci. Merci à vous. Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, comme il est défini dans la première question du livre des esprits. Et Jésus, esprit parmi les plus évolués qui se soit jamais réincarné sur la terre, et qui est venu nous apporter ses enseignements, et aussi en donner l'exemple, les mettre en pratique, pour servir de guide et de modèle pour l'humanité. Nous vous remercions pour votre sollicitude constante à notre égard, en nous envoyant des esprits élevés, des guides spirituels, qui sont là pour nous assister dans les difficultés de cette vie. À partir du moment où nous arrivons à élever notre niveau de pensée vers le bien, vers eux, à faire ce travail de charité, d'étude, qui nous incombe et qui leur permet de mieux nous influencer, de mieux nous inspirer, et donc ainsi de démultiplier nos forces. Nous vous remercions pour l'occasion que nous avons eue ce soir pour étudier quelques aspects de ces lois universelles de la nature, en espérant qu'elles puissent s'ancrer dans nos cœurs et nous aider à devenir meilleurs, de nous aider chaque jour à atténuer ou à nous débarrasser d'un défaut. Nous prions également pour que ces enseignements puissent être utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir et sur lesquels nous appelons la bénédiction de Dieu. Nous remercions
remercions aussi les organisateurs de ce groupe, les travailleurs de ce groupe, et que cette inspiration, ce recueillement, puisse se poursuivre pour le travail de Passe Humanité.